Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis dans un autre cours d'infectiologie. Notre intitulé aujourd'hui c'est la fièvre boutonneuse méditerranéenne ou bien de la rickettsiose. C'est le cours de professeur Moufaq. Toujours tous les liens utilisés, tous les supports qui sont utilisés dans les vidéos sont disponibles dans la description à télécharger. Je vous invite toujours mes amis à abonner pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande bien sûr votre maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, la fièvre boutonneuse méditerranéenne, on commence d'abord par c'est quoi une rickettsie. Donc la rickettsie, c'est une bactérie à gram négatif de 0,3 à 2,5 microns de diamètre. Elle est strictement intracellulaire, appartient au sous-groupe alpha 1 des protéobactéries. Donc notre agent pathogène aujourd'hui, c'est une bactérie, bien sûr gram négative, strictement intracellulaire. Je vous invite toujours à prendre note de tout l'épidémiologie de tous les agents pathogènes. Il peut s'agir des questions qui sont fréquemment répondues au niveau des examens. Donc elle est transmise par, là c'est important, c'est le rôle des arthropodes là, qui vont transmettre la maladie ou bien de la rickettsiose. Donc, les arthropodes, ce sont la tique ou bien les tiques, les puces, les poux et même les acarides. Donc là, c'est une bactérie qui est transmise à l'aide d'un arthropode. Donc ça, c'est ce qui caractérise notre cours aujourd'hui de la FBM. Et ça, c'est les acariens. Vous voyez de multiples acariens ou bien des arthropodes qui sont transmetteurs de cette maladie. On parlera maintenant de vecteurs. Donc, c'est la rickettsie connori, transmise par la tique du chien. Donc, qui est responsable, agent pathogène qui est responsable de la fièvre boutonneuse, c'est la Rickettsia connori. Donc, l'espèce, c'est la Rickettsia connori et elle est transmise par la tique du chien. Donc, c'est le Rhipicephalus sanguinis, donc au stade larvaire et stade lymphal. Et on va voir ça dans le cycle de vie du Rhipicephalus. Donc, bien sûr, par morsure ou bien par la salive du chien. Donc, ces acariens-là, ou bien cette rickettsie, ou bien cette Rhipicephalus, elle a un peu d'affinité pour piquer l'homme. Donc, l'homme, elle est transmise soit par voie ovarienne, ou bien là, c'est le rôle du chien. Donc, le contact avec des chiens par morsure ou bien par des salives, ça, ce qui va transmettre la Rickettsia connori à l'aide du vecteur. Notre vecteur aujourd'hui, c'est le Rhipicephalus sanguinis. Donc, je vous invite à aller prendre note, bien sûr. Et là, on va aborder le cycle de vie de cette Rhipicephalus. Donc le mâle, donc c'est qui est de petite taille là, il va rechercher une femelle. Après la fécondation, bien sûr, il va mourir. Donc, le mâle, il va mourir après une fécondation. Donc, et après cette fécondation-là, la femelle, qui est de grande taille, elle va prendre un repas de sang de 6 à 10 jours et elle va pondre de milliers et des milliers d'œufs qui sont là. Et après ça, elle va aussi, de son rôle, elle va mourir. Donc, après la fécondation de milliers d'œufs, ils vont être pondus et ces œufs-là, pendant plusieurs semaines, ils vont se transformer vers les larves. Donc, ça, c'est la forme infestante, c'est les larves. Donc, c'est les larves, bien sûr, et la forme nymphale. Donc, c'est les nymphes et les larves. Donc, les larves, après plusieurs semaines, eux-mêmes, ils vont se transférer à un autre stade, c'est les nymphes. Et ces nymphes-là qui vont continuer le cycle et différencier vers femmes, plutôt mâles et femelles là, et ils vont reproduire le cycle de nouveau. Donc, ce qui est à retenir là, c'est que les formes infestantes, c'est les larves et les nymphes, sont illustrées là. Et l'homme, il est accidentellement contaminé ou bien infesté par ces arthropodes là à cause d'un contact avec, bien sûr, du chien. Donc, ça, c'est le cycle de vie de Rhipicephalus sanguinus et bien sûr la transmission de la Rickettsia
qu'on aurait notre intitulé aujourd'hui. Donc ça, c'était une petite introduction sur la rickettsiose. Maintenant, on va aborder de la clinique et de la pathogénie. Donc, premièrement, grâce à une endothéline rickettsienne, la rickettsie, elle va s'attacher aux récepteurs membranaires des cellules de l'endothélium capillaire veineux et artériel. Donc, ils sont hématophages, comme on a vu précédemment. Et dans les escarres, la progression des rickettsioses dans les cellules endothéliales, ils vont favoriser les ischémies et les nécroses cutanées. Et ça, ce qui explique la présence des escarres et les ischémies, comme on va voir dans les manifestations cliniques. Donc, c'est une rickettsémie après celle-là. On va subir un stade de rickettsémie. Et les cellules cibles là, c'est les cellules endothéliales où ils vont se multiplier. Et les dépôts humains complexes qui sont circulants là au niveau cutané, ils vont causer de la vascularité. Donc ça, ce qui explique, c'est la pathogénie. Elle va expliquer les escarres là, l'ischémie et bien sûr de la vascularité dans les manifestations cliniques qu'on on va voir tout de suite. Parfois, dans les formes graves de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, donc on a l'atteinte multiviscérale qui est très grave. Donc c'est une atteinte hépatique, pulmonaire, cérébrale, intestinale, myocardite et ou rénale. Là, c'est une atteinte multiviscérale. Et là, c'est la forme de gravité comme on va voir dans l'enchaînement du cours. Donc, dans la pathogénie, on va noter les escarres, les vascularites et même des formes graves là. Donc, il ne faut pas sous-estimer de la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Là, c'est la répartition géographique de la fièvre boutonneuse méditerranéenne en Algérie. Et vous voyez, elle représente de façon énorme au niveau du nord du pays et surtout au niveau de l'ouest. Pour ça, c'est la fièvre boutonneuse méditerranéenne. C'est les régions là qui sont méditerranéennes. Donc l'Algérie, elle est concernée par cette bactérie-là, par la rickettsiose. Donc c'est une maladie comme on va voir à déclaration obligatoire. Donc toujours en infectiologie, n'oubliez jamais de la déclaration obligatoire devant les maladies qui sont le cas d'une déclaration obligatoire bien sûr. Et la fièvre boutonneuse méditerranéenne, donc comme vous voyez, c'est une maladie urbaine dans 2 tiers des cas et rurale dans 1 seul tiers des cas. Donc la piqûre, elle n'est pas toujours remarquée. Donc la piqûre, c'est pas un signe pathognomonique. Le contact homme-tique, il est fréquent et c'est une maladie qui est saisonnière. Donc c'est dans la saison estivale. Donc c'est surtout au moment du août. Donc c'est là où le moment où les membres qui sont exposés. Donc c'est au niveau de l'été. Donc c'est une maladie saisonnière qui est estivale. Maintenant, le titre le plus important, c'est de la clinique. Donc, bien sûr, après une incubation de 3 à 16 jours, donc, on va voir le début brutal qui va se manifester par une fièvre très élevée de 39 à 40 degrés, des céphalées, des myalgies et des frissons. Ça ressemble à une grippe d'été. Donc, ça, c'est en la phase de début brutal. Donc, premièrement, c'est la fièvre. C'est du syndrome grippal. On dit presque que c'est une grippe d'été. Et deuxièmement, deuxième critère à noter, c'est la tache noire. Donc, qui va être représentée dans 50 à 75% des cas et qu'elle va siéger au niveau du cuir chevelu, de la haine et du flux interfécé. Donc, c'est une tache noire qui est non douloureuse. Et les adénopathies satellites qui sont indolores, les escarres d'inoculation, comme on a vu dans le mécanisme physiopathologique. Là, c'est la tache noire qu'on vous voyez dans l'illustration. Et parfois, elle peut être remplacée par une conjonctivite. Et là, vous voyez ça, c'est de la conjonctivite. Là. Donc, dans la clinique, syndrome grippal, une tache noire, dans 50 à 75%, surtout au niveau de cuir chevelu.
Elle est non douloureuse, les adénopathies, ils sont indolores. Et notez bien là la notion de la conjonctivite. Quand vous voyez là, tout ça, c'est le tableau clinique devant la phase aiguë, la phase brutale, devant une infection à FBM, à fièvre boutonneuse méditerranéenne. Maintenant, dans la période d'état. Donc, la période d'état, c'est la persistance de la fièvre en plateau, 39 à 45, plutôt 39 à 40 degrés Celsius. Les escarres qui vont être retrouvés là dans 87 à 99% des cas, elle est suivie par des éruptions là qui vont survenir vers 3e au 4e jour de la phase d'état. Donc là, vous voyez les éruptions, ils débutent à tout point du corps et ils vont généraliser entre 1 à 3 jours là. Donc dans la phase d'état, là, il existe la fièvre, les escarres et la généralisation des éruptions là. Ils sont de type, notez bien ça, maculopapuleux là. Ça peut s'agir des questions d'examen. Donc le type d'éruption là, ce sont des macules et des papules. Donc ce sont type maculopapuleux, allemand-plantaire, et ils vont se desquamer, ils vont subir de la desquamation là, et après ça c'est la pigmentation. On dit on dit que l'aspect en léopard là. Donc là vous voyez ça, ce sont les macules là, ils sont situés au niveau palmaire et même niveau plantaire, donc ils ne respectent ni la main ni la pied, plutôt ni la plante du pied. Et après ça, ces macules-là, ils vont subir de desquamation et ça va donner l'aspect là, l'aspect en léopard vers 10 jours. Donc, rien n'est spécial devant la clinique, la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc, c'est la notion de contact avec les chiens, la notion de saisonnière estivale et le tableau clinique là qui est prédominé dans la phase d'état par la fièvre et les escarres. Et bien sûr, c'est la tache noire. On vous voyez là. Donc, elle est représentée dans 50 à 75% des cas. Et surtout, les escarres dans la phase d'état, ils sont présents presque à 99% des cas. Donc, tout ça, c'est le tableau clinique devant la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc, et deuxièmement, il existe des formes là qui ont des manifestations extra-cutanées. Et là, ce sont les formes qui sont critères, bien qui sont critiques. Il peut s'agir là des atteintes digestives, lésions gastro-duodénales, pancréatite, des diarrhées, des hépatites, hépatosplénomégalie surtout chez l'enfant, des atteintes pulmonaires vont se manifester par la toux, dyspnée. Donc, dans l'image, on va noter dans 20% des cas une image réticulo-nodulaire. Donc, et un aspect en œdème tel de papillon dans les formes graves. Je vous invite à consulter la playlist de radiologie où on avait vu tous ces aspects-là dans les 3 syndromes. Dans les atteintes cardiovasculaires, on a le plus souvent un trouble électrique, un allongement de l'intervalle PR, la négativation de l'onde T en DL, D3, D2, donc V2 plutôt, tout ça on va voir dans le module en cardiologie. Donc, on peut noter aussi une bradycardie, myocardite et même ricardite. Donc là, les atteintes cardiovasculaires, et vous voyez là, c'est grave, le trouble de conduction avec l'inflammation. Donc là, c'est de la myocardite et de la péricardite. L'atteinte neurologique, toujours c'est un critère de gravité. Les signes méningés avec des troubles centraux, confusion et atteinte des nerfs périphériques. Exemple là, c'est le 8e nerf cochléo-vestibulaire. Concernant l'évolution, sous antibiothérapie, l'évolution elle est rapidement favorable en 2 à 3 jours. Sans antibiothérapie, donc là l'évolution elle va être retardée. Donc c'est un peu long de 3 semaines. Chez l'enfant, on a rapidement une convalescence qui est courte. Chez l'adulte, une perte de poids de 3 à 8 kg avec une convalescence qui est longue et de l'asthénie. Donc
Le terrain là, l'évolution, elle est favorable sous antibiothérapie. Sans cette dernière, il y a l'élongation de la rémission là. Elle va se retarder vers 3 semaines. Mais faites attention, il existe des formes graves. C'est le cas de la fièvre boutonneuse méditerranéenne maligne, malheureusement. Elle survient de 6 à 7% des cas. Là, les facteurs de risque sont l'âge avancé, au-delà de 60 ans, le diabète, l'alcoolisme, le tabagisme, l'immunodépression et l'enzyme, bien là, le J6PD là, donc l'enzyme de J6PD. Donc ça, ce sont les facteurs de risque. Elle va se manifester par une éruption purpurique, fébrile, ictère, hépatomégalie, infiltration pulmonaire avec coagulation intraveineuse disséminée. Donc ça, c'est la forme grave. Et elle va s'accompagner aussi avec des anomalies neurologiques, troubles de conscience, coma, convulsions, déficit et parfois malheureusement la mort dans tiers des cas. Et ça représente 2% de la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc, une antibiothérapie qui est précoce, elle va prévenir cette évolution-là. Faites attention, l'évolution elle est généralement bénigne, mais dans certains des cas, dans la FBM maligne, la fièvre boutonneuse méditerranéenne maligne, la forme sévère, là, ça va se manifester par des troubles neurologiques, coma et malheureusement ainsi de suite, de la mort dans les tiers des cas. Donc c'est pour cela, c'est à déclaration obligatoire et l'antibiothérapie, elle devrait être précoce, instaurée très précocement afin d'éviter l'évolution défavorable. Donc là, c'est quelques photos réelles des patients qui sont hospitalisés. Donc, et concernant la biologie, les bilans ou bien les examens paracliniques devant la fièvre boutonneuse méditerranéenne. Donc, premièrement, c'est du bilan non spécifique et deuxièmement, la sérologie de l'agent pathogène. Donc, comme un bilan non spécifique, on va noter dans l'hémogramme une leucopénie, hyperleucocytose et une thrombopénie. Donc, c'est un syndrome infectieux. Donc, leucopénie ou hyperleucocytose, thrombopénie. Donc, ça va noter de l'infection. Un bilan hépatique. Donc, une lyse hépatique, augmentation des transaminases, l'élévation du gamma GT. Et dans le bilan électrolytique, on va noter une hyponatrémie et hypocalcémie qui peut être génératrice de troubles de conscience comme on a vu et de troubles de conduction. Donc ça, c'est du bilan non spécifique. Et concernant la sérologie, on peut utiliser l'immunofluorescence ou bien du Western blot là. L'immunofluorescence, elle est identifiée comme positive devant un taux d'IgM qui est supérieur à 1 sur 128 ou une séroconversion, plutôt IgG supérieur à 1,128 ou une séroconversion des IgM qui vont être supérieurs à 1 sur 64. Avant de conclure le cours, on va voir du traitement et de la prévention. Donc le traitement, ça vous devez le noter, il repose sur, notez bien, c'est de la doxycycline en premier plan. Donc pour les formes modérées de la fièvre boutonneuse méditerranéenne, on utilise de la doxycycline à dose de 200 mg par jour, une prise à 2 à 4 jours après la pyrexie, ou bien de la josamicine, c'est de 25 mg par kilogramme par jour, c'est pour l'enfant ou bien au niveau de la grossesse. Et pour les formes malignes, on utilise de la doxycycline à 200 mg. Sinon, on va faire le recours au phénicolé ou bien au fluoroquinolone. Donc, c'est les quinolones là, bien les phénocolés, les chloramphénicol en cas de signe de gravité ou bien si une contre-indication à la doxycycline. Et notez bien que dans la fièvre boutonneuse méditerranéenne, il existe une résistance à la rifampicine. Donc les molécules à utiliser en premier ordre, c'est la doxycycline,
la josamicine chez l'enfant et de la femme enceinte. Et on peut faire le recours aux molécules plus puissantes que la doxycycline. En cas de mauvaise réponse au traitement, on peut associer de la quinolone, donc les fluoroquinolones ou bien les quinolones, et bien les produits phénicolés. Là, c'est l'exemple du chloramphénicol. Dernier titre, c'est la prophylaxie. Donc, c'est la lutte contre les vecteurs, donc donc, désinsectisation, la lutte contre le réservoir, donc lutter contre les chiens errants et n'oubliez pas la déclaration obligatoire. Donc, devant la fièvre boutonneuse méditerranéenne, la déclaration là, elle est obligatoire. Dernière plaque, c'est comment tirer de la tique au niveau de la peau. Donc, il faut être gentil avec de la fièvre, bien avec de la tique. Il faut ni l'écraser, ni la piquer, ni le tirer, bien la tirer brutalement. Il faut être gentil avec elle. Donc, la tirer gentiment afin de prévenir les lésions, bien l'endommagement qui va provoquer le saignement là de la tique femelle et ça va provoquer la dispersion des œufs comme on avait vu dans le cycle de vie de cette tique. Donc ça c'est tout pour la fièvre boutonneuse méditerranéenne, pour la rickettsiose. Je vous remercie pour votre attention mes chers amis. Je vous rencontrerai prochainement dans d'autres vidéos. Bon courage et à la prochaine.